Ok, bon, ben, on va attaquer. Il est 35. Nickel. Donc, je vais vous partager mon écran. Ok. Donc, je précise que ce workshop il est enregistré déjà. Je pense que vous avez vu en haut à gauche le petit enregistrement qui s'est activé au démarrage de la session. Je vais en publier une partie sur la chaîne. Je ferai des coupures pour des raisons de sécurité et de confidentialité parce que je vais vous montrer des trucs qui sont confidentiels pour moi. Donc, je vous fais confiance. Et de la même manière, si vous voulez poser des questions ou c'est des sujets touchy, des montants, voilà, des trucs, ce que vous voulez, ben, dites-le moi, je mettrai en pause la vidéo. OK? Ok. Ok. Très bien. Allez, go. Alors, l'objectif du workshop aujourd'hui, ça va être de comprendre les bases. Comment s'y prendre du coup pour investir dans les cryptos? Quoi choisir comme crypto? Je vais vous parler de une partie des erreurs à ne pas faire. Et vous donner en tout cas à l'issue de ce workshop des directions à suivre parce que vous attendez pas en 1 heure et demie à avoir toutes les réponses à dire ah bah ok c'est ça maintenant il va falloir que je fasse ça. Ça va pas être aussi simple. Je vais vous donner plein d'infos et après il faudra que vous continuez à creuser de votre côté. Mais par contre je vous donnerai les directions qui me semblent les plus judicieuses à suivre. En tout cas moi ce que j'ai utilisé comme source d'information pour que vous puissiez continuer de votre côté. Alors, déjà, les cryptos, c'est quoi? Alors déjà, en fait, il faut se comprendre que les cryptos, elles répondent forcément, si elles sont nées, c'est pour répondre à un certain nombre de problèmes. Alors, c'est né au plein milieu de la crise, on va dire, financière de 2007-2008. Euh, Néanmoins, c'était quelque chose déjà il y avait déjà eu des tentatives auparavant, avant le Bitcoin. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais par contre, la technologie qui a amené le Bitcoin, ça, c'était quelque chose qui était complètement innovant. Il y a des problèmes avec le système actuel. Déjà, il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au système bancaire. Ça, c'est un souci pour tous ces gens-là. Nous, on a l'impression que c'est normal, que ça fait partie de la vie de tous les jours, mais il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui, eux, n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas accès à cette simplicité de paiement, etc., quoi. Il y a des pays où concrètement, ce qu'ils font, c'est dès qu'ils ont un peu d'argent, ils le dépensent pour acheter de la brique et construire leur maison. Parce qu'il y a un tel niveau d'inflation sur leur monnaie qu'en fait, ils ne peuvent pas le garder. Ou en plus de ça, il n'y a pas le même niveau de sécurité que chez nous. Ils prennent le risque de se le faire voler. Les frais d'envoi, concrètement aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, hein, mais essayez d'envoyer de l'argent au Japon, en Chine, au Zimbabwe, ben, vous verrez que déjà ça coûte très cher. Qu'en plus de ça, ben, c'est très long. Et ça, c'est concrètement ben, quand tu as besoin d'envoyer de l'argent, des fonds à un autre endroit sur la planète. Ça passe par plein de banques. C'est voilà, c'est long et en plus de ça, ça coûte cher. Et là, on l'expérimente bien avec Benoît. Il m'entend, il est juste en dessous, il écoute d'une oreille pendant qu'il mange. Mais ça, c'est un truc qu'on expérimente avec nous, Méliorance, où on bosse du coup, nos marchés sont à l'étranger. Et là, particulièrement avec Taïwan, je vous dis, on rigole quoi. La centralisation, bah, concrètement, on le voit en ce moment. Alors, il faut bien comprendre que l'argent que vous avez à la banque, ben, il est à la banque et pas à vous. Vous, il vous donne la permission d'y accéder quand il le souhaite. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé où je veux faire un virement vers un compte en particulier, je veux faire un paiement. Et ben, il me demande de justifier et demande de signer des papiers pour autoriser en fin de compte l'utilisation de mon propre argent. Et ça, ben, pour un certain nombre de personnes, ça pose un problème. Qui plus est, on le voit, hein, quand ben, une banque fait faillite, ben, votre argent, il est perdu, quoi. Alors, on va dire qu'en France, on a ce mythe de la protection jusqu'à 100 000 euros par compte et par banque, par tête de pipe. Mais c'est un mythe parce que concrètement, il n'y a pas assez dans le fond derrière pour pouvoir vraiment couvrir s'il y a une faillite d'une banque majeure en France. Donc, la centralisation, bah, ça, c'est quand même un certain problème sur le contrôle de l'argent qu'on possède. La transparence, parce que ben, on dit le Bitcoin, c'est utilisé pour des transactions illicites, etc.
Aujourd'hui, concrètement, ce qui est le plus utilisé pour des choses illégales, c'est le dollar. Et bon, c'est pas pour autant qu'on arrête, on interdit le dollar. En fin de compte, c'est un peu le même principe, sauf que avec le Bitcoin, en fait, toutes les transactions sont publiques. Tout ce qui se passe, on peut aller le voir. C'est juste qu'il y a un niveau d'anonymisation dans le sens où il faut lier une clé publique, ça je vais y revenir plus tard, il faut lier une clé publique en fin de compte à une personne pour pouvoir savoir qu'est-ce qui a été fait avec cet argent, en tout cas vers quelles autres clés publiques, quelles autres adresses a pu transiter des bitcoins, ou des cryptos. Alors, c'est pas, là, je parle du bitcoin en particulier. Après, il y a d'autres cryptos comme le Monero qui sont full anonymes. En tout cas, dernièrement, ils ont trouvé d'ailleurs le moyen de la désanonymiser, en tout cas en partie. Enfin bon, voilà, il y a des cryptos qui se disent full anonymes, mais le Bitcoin, au final, c'est plus transparent que les banques au niveau des transactions qui peuvent être faites parce qu'au final, c'est public, tout le monde le voit au niveau du réseau. Et quand il y a des gros mouvements de portefeuille, des whales, comme on dit, qui viennent faire des gros achats ou des grosses ventes ou des grosses positions, prennent des grosses positions sur les marchés, ça se voit et on voit ces mouvements se faire de compte à d'autres au niveau crypto. Système actuel, la manipulation, on le voit encore aujourd'hui avec les banques centrales. Il y a un déversement de liquidité qui est juste phénoménal. Donc, on peut se demander, OK, qu'est-ce que c'est un euro? Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Le dollar, pareil. Bon, il déverse à foison des liquidités dans les marchés financiers. Et ça, au final, c'est une manipulation monétaire, quoi. Et puis, la rapidité, c'est lié en fin de compte avec les frais d'envoi. Ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, si vous voulez envoyer des fonds, même un virement dans notre propre pays, ça peut prendre des jours, quoi. OK. Donc, arrivent donc les monnaies numériques. Les cryptos, c'est des monnaies numériques, sauf que on oublie que l'euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse, toutes ces monnaies sont déjà en fait des monnaies numériques. C'est juste encodé et c'est pas backé, n'est plus backé par de l'or. Donc en fin de compte, on y accorde la valeur que l'on souhaite leur accorder. Et ce qui fait tenir le tout, c'est juste la confiance. Confiance qui d'ailleurs actuellement s'érode, on le voit aussi avec l'or qui explose, les actions qui performent parce qu'en fait il y a une fuite devant la monnaie et que les gens ils sentent bien qu'avec ce déversement de liquidité, il y a un truc qui ne tourne pas rond, quoi. Donc, il faut bien comprendre que déjà les monnaies qu'on utilise, il y a pas mal de gens qui disent ah ouais mais les cryptos c'est pas des vraies monnaies, mais en fait l'euro, le dollar, etc. En quoi on peut dire que c'est plus vrai? C'est juste une histoire de confiance. C'est juste ça qui fait tenir, c'est la confiance. Quand la confiance s'érode, forcément ça pose problème. Donc, on va parler du Bitcoin puisque c'est quand même le plus connu, c'est le king comme on dit. Aujourd'hui, c'est 63% approximativement de la valeur qui sont dans les cryptos. Donc, il a quand même une part de marché qui est quelque peu conséquente. C'est la première crypto qui s'est mise à fonctionner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des essais avant. Bon, ça n'a pas pris. Mais le Bitcoin a résolu le problème des généraux byzantins. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, en fin de compte, c'est lié au fait d'avoir confiance et d'avoir confiance dans les informations qui sont envoyées. Et alors, j'ai mis Bitcoin et Bitcoin. Alors, le Bitcoin avec un B majuscule, c'est pour la technologie Bitcoin, puisque c'est une techno. Et le Bitcoin avec un B minuscule, c'est parce que c'est la crypto, la monnaie, le Bitcoin. Donc, le Bitcoin répond déjà à une partie des problématiques qu'il y a là. En tout cas, les cryptos, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est accessible depuis un smartphone, depuis un ordinateur. On peut tous ouvrir, créer une adresse crypto. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Les frais d'envoi sont extrêmement faibles. C'est très rapide. Il n'y a pas le problème de centralisation puisque c'est l'intérêt de la technologie Bitcoin, et je vais en parler après, la blockchain, c'est que c'est décentralisé, c'est un système de pair à pair. Ce qui du coup, il y a de la transparence comme je le disais tout à l'heure, et comme tout est encodé en fait, alors là je parle pour le Bitcoin, il y a différents types de crypto avec des modes de fonctionnement différents, avec plus ou moins de centralisation. Mais pour le Bitcoin, il n'y a pas de manipulation possible puisque, en fin de compte, tout est… Enfin, c'est comme tout. Il y a beaucoup moins de manipulation
possible. Il n'y a pas la possibilité de dire, OK, ben, d'un seul coup, allez, on va créer 1000 milliards de dollars supplémentaires. On ne peut pas créer d'un seul coup comme ça 1000 milliards de bitcoins parce qu'on le décide et parce que ça arrange une certaine caste de la population. Donc, il y a un nombre limité de bitcoins. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est 21 millions, s'il me semble, d'après ce dont je me souviens. Ouais, c'est ça. Merci. Et donc, concrètement, on n'a pas de problème d'inflation. L'inflation est contrôlée. Au contraire de ce que l'on peut voir avec nos monnaies dites classiques, où là, concrètement, c'est le gouvernement, enfin les banques centrales, qui décident d'appuyer sur un bouton pour en créer comme ils veulent. Donc, c'est ce que je disais, voilà, fonctionnement et inflation encodés dans le réseau, le code. Et puis, le créateur du Bitcoin, de la technologie et donc de la crypto qui est derrière, donc le fameux Satoshi Nakamoto, où en fait, là, c'est un peu le côté, je dirais, histoire rigolote, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui est à l'origine de cette techno. Donc, c'est un pseudonyme. Il a publié le truc et il a disparu. Voilà. Et on ne sait pas qui c'est. Voilà. Il y a des spéculations, mais absolument rien de prouvé. Alors, la technologie blockchain, qu'est-ce que c'est? Concrètement, la blockchain, c'est une base de données, ni plus ni moins. C'est une suite de blocs avec de l'information dedans et qui sont en fait liés entre eux. Ce qui fait sa puissance, sa particularité, en tout cas la blockchain telle qu'on l'entend, parce qu'il y a différentes manières, différentes interprétations de la technologie blockchain, donc je vais plutôt me concentrer sur telle qu'on l'entend par rapport à la technologie Bitcoin. C'est décentralisé, c'est-à-dire que si vous, en fin de compte, on est obligé de passer par les banques parce qu'on a besoin d'un tiers de confiance auprès duquel tout le monde fait confiance en fait. Et c'est pour cette raison qu'on passe par le tiers de confiance, les banques. C'est comme pour Airbnb aussi. On passe par le tiers de confiance Airbnb, ce qui monétise en fin de compte de la confiance. On se dit, voilà, je passe par Airbnb plutôt que moi de passer en direct. Pourquoi des trucs comme Le Bon Coin n'ont pas performé autant qu'un Airbnb? Tout simplement parce qu'ils ont su construire de la confiance centralisée chez Airbnb pour que les usagers viennent et déposent leurs annonces ou viennent prendre un appartement ou une maison. Voilà. Ça, c'est un truc que typiquement le Bon Coin, voilà, vous n'avez aucune garantie quand vous passez par le Bon Coin. Si vous vous faites arnaquer, c'est tant pis pour vous. Du côté d'Airbnb, vous avez des garanties par rapport à ça, un certain nombre de garanties, et ça crée de la confiance. Et c'est le pendant de ça, c'est aussi la centralisation. C'est que c'est eux qui contrôlent les règles du jeu. Et le principe de la blockchain avec la décentralisation, c'est que en fait, c'est comme les réseaux peer-to-peer, pair à pair, de type Emule pour ceux qui ont connu, eDonkey, les torrents, etc. C'est que c'est en fait plein de nœuds à travers le monde. Et on peut aller fermer un nœud, mais en fait, comme c'est plein de gens qui contrôle le truc sans qu'il y ait une seule personne ou sans que ça soit centralisé, ça lui assure une résilience qui est extrêmement forte. Et c'est la beauté, on va dire, de la technologie blockchain, c'est cet aspect décentralisation, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir confiance en une personne. En fait, on a confiance en tout le monde, même si on ne les connaît pas. Parce que c'est le fait qu'il y ait tout le monde qui contrôle, plutôt qu'une personne, qui donne la robustesse, qui donne sa robustesse en fait au réseau. Donc, sur le principe, au niveau de la blockchain, concrètement, alors je vais reparler de la partie monnaie numérique parce que, en fait, le Bitcoin, pour vraiment schématiser, quand vous avez un billet de banque, qu'est-ce qui fait l'importance du billet de banque? Vous avez des systèmes d'encryptage, vous avez le papier, etc. Mais en fait, ce qui est important dans le billet de banque, c'est son numéro de série, ni plus ni moins. Au final, pour simplifier au maximum, la crypto Bitcoin, c'est ni plus ni moins que des numéros de série qui n'ont pas de support physique. Voilà. Et le principe du coup de la blockchain, c'est que comment on sait qu'on ne se fait pas arnaquer quand il y a quelqu'un qui nous a vendu des bitcoins ou qu'on n'arnaque pas quelqu'un quand nous on en envoie, c'est qu'en fait l'historique de toutes les transactions qu'il y a eu, et c'est le principe de la suite de blocs, sont partagés par tous les nœuds du réseau. Alors, il y a des milliers et des milliers de nœuds au niveau du réseau Bitcoin. Je sais qu'il y a 2 ans de ça, il y en avait 5000. Je pense qu'il y en a encore plus aujourd'hui.
Mais le fait qu'en fait, tous ces nœuds-là qui s'occupent de faire la validation des transactions et tout l'historique de toutes les transactions, ben, c'est ça qui assure en fait la confiance et la traçabilité. Et c'est pour ça qu'il y a ce système de validation quand on fait un envoi de Bitcoin via la blockchain Bitcoin. C'est qu'il y a plein de nœuds du réseau qui vont vérifier nos transactions en allant voir dans l'historique qu'ils possèdent en local si en fait les bitcoins que l'on envoie, bah, effectivement on les possède de par tout l'historique qu'il y a eu auparavant. Et c'est là le fait que ces informations soient en fait répliquées de manière aussi importante qui fait que si moi dans mon coin je me dis je possède un nœud, bah, je vais essayer de modifier les infos dedans pour essayer de créer des bitcoins, bah, ça va tout de suite se voir parce que tous les autres ont les infos aussi et ils s'occupent en fait de faire les validations avant que ça soit inscrit dans la blockchain et donc enregistré à nouveau par tous les nœuds. Ce qui rend en fin de compte immuable, alors quasi immuable, hein, sauf si effectivement on a le réseau Internet qui disparaît ou qu'on a une éruption solaire et qu'il n'y a plus, de technologie du tout sur la Terre. C'est ce qui rend immuable en fin de compte, mais là au niveau des banques ça sera pareil, et c'est ce qui rend immuable en fin de compte toutes les transactions qu'il y a eu au niveau du Bitcoin. Donc dans la blockchain, dans la technologie Bitcoin. Alors, à côté de ça, on a aussi la notion de smart contract, parce que là on parle de crypto, mais la techno Bitcoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout de l'information. Donc, ça peut aussi être utilisé, ben là, on l'utilise pour gérer les transactions de mode argent, de mode crypto, monnaie. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour enregistrer de l'information et associer en fait des bouts de code programmés. Alors, vous pouvez le faire sur le Bitcoin, mais il n'a pas été pensé pour ça. Et je vais en parler après avec les tokens. Mais en fait, c'est la notion de smart contract, c'est avec la technologie blockchain, concrètement, vous pouvez créer des petits bouts de code qui vont avoir des comportements automatiques, qui vont s'enregistrer automatiquement dans le réseau et définir que s'il y a un événement A, il y a un événement B qui va se produire. Et ça, on va y arriver après. C'est aussi un gros truc qu'amène aussi la blockchain, cette techno-là, et notamment avec l'Ethereum, qui a été le premier à implémenter réellement et à donner la possibilité de créer des choses en fin de compte, c'est l'ETH. Mais je vais y revenir juste après. Je voulais juste parler des attaques à 51%. Parce qu'il y a quand même une faiblesse dans ce système-là. C'est que s'il y a quelqu'un qui arrive à posséder ou à contrôler plus de 51% des nœuds du réseau, il peut manipuler parce qu'il a la majorité. Et il peut du coup forcer, créer du coup des fausses transactions, altérer la blockchain. Par rapport à ça, dans le cas du Bitcoin, au final, si on fait une attaque à 51%, alors le truc, c'est que le coût pour pouvoir faire ça, et c'est ce qui rend aussi, ce qui fait que Bitcoin est extrêmement robuste, c'est que c'est le premier à être là, c'est lui qui a le plus gros réseau, là où il y a le plus de personnes, là où il y a le plus de puissance, en fin de compte, pour faire fonctionner cette blockchain. Et donc, déjà, le coût pour posséder 51% du réseau est juste phénoménal. Et en l'occurrence, pour le Bitcoin, ça serait quoi? De créer des Bitcoins. Mais en fin de compte, parce que ça se verrait très rapidement, si ce n'est tout de suite, qu'il y ait une manipulation, les gens le verraient, encore une fois, tout est public. Donc, on voit ce qui se passe sur le réseau. Et s'il y a une attaque à 55%, même si on y arrive, le truc, c'est quoi? L'intérêt, c'est de créer des Bitcoins pour s'enrichir. Sauf que à partir du moment où on fait cette attaque-là, au final, on casse la confiance qu'il y a dans le réseau. Donc, on détruit le truc qui potentiellement va nous permettre de nous enrichir. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'effectivement, il y a une faiblesse. Néanmoins, le coût et le reward en face est tellement minuscule, sauf pour le plaisir de détruire Bitcoin, que la probabilité que ça se passe est infinitésimale, quoi. Donc, j'en arrive au token, puisqu'on a les blockchains. Donc, on a par exemple le Bitcoin. L'Ethereum est un autre type de blockchain.
Et à l'intérieur ensuite des blockchains comme l'Ethereum, le BNB, le Neo, le ADA, on peut créer ce qu'on appelle des tokens qui s'échangent aussi sur les plateformes d'exchange. Donc, on a d'un côté des cryptos de type blockchain, en fait, et de l'autre des tokens. Alors, l'Ethereum, qu'est-ce que c'est? L'Ethereum, c'est une blockchain qui a été prévue pour, en fait, mettre en place des smart contracts. À la base, son objectif, ce n'est pas d'être une monnaie, ce n'est pas son principal objectif, c'est avant tout de donner un écosystème permettant de déployer des smart contracts et de créer ses propres tokens de manière à s'appuyer dessus pour générer plein d'autres projets. Un exemple de smart contract qu'on pourrait imaginer, alors il y a des jeux qui sont créés, le fameux CryptoKitties, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a été très à la mode il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et en fait, c'est des chats numériques. Les gens peuvent se faire accoupler des chats entre eux. C'est encodé dans la blockchain, ce qui est Ethereum du coup, ce qui assure en fait le fait que ce ne soit pas falsifiable. C'est du coup décentralisé. Donc, il n'y a pas de centralisation derrière, comme on pourrait avoir par exemple dans WoW, dans World of Warcraft. On a une monnaie à l'intérieur de WoW, mais c'est centralisé. C'est Blizzard qui contrôle le tout. Là, en l'occurrence, c'est sur l'Ethereum. En fin de compte, toutes les transactions qu'il y a eu, tous les événements qu'il y a eu dans le jeu CryptoKitties sont encodés à vie dans l'ETH, sur la blockchain de l'Ethereum. Et en fait, l'Ethereum, c'est ça. Ça permet de donner un écosystème. Alors, on peut imaginer des systèmes de smart contracts au niveau des assurances. Par exemple, le fait de, OK, on crée un smart contract pour des assurances et quand il y a un événement qui se produit comme un sinistre, automatiquement, ça déclenche derrière des actions automatiques de, OK, déclenchement de la visite d'un expert. Une fois l'expert a visité, hop, déclenchement du remboursement de l'assuré. Il y a des choses comme ça, des projets comme ça qui avancent dans cette direction-là. Et en fait, ce qui a donné l'Ethereum à complètement explosé en termes de valorisation parce que c'était le premier projet à fonctionner, à donner un environnement viable et qui a permis de créer plein d'autres projets derrière. Le BNB, par exemple, à la base, c'était un token. Alors, le BNB, c'est le token de l'exchange de crypto-monnaie Binance. Je vais après parler et dire à quoi correspondent les exchanges. Mais en l'occurrence, ils ont créé leur propre crypto, ils ont switché, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle le terme m'échappe, aide-moi Rémi, s'il te plaît. Un swap. Ouais, merci. C'est ça. Un swatch pour, du coup, faire passer les tokens qui étaient BNB sur l'ETH dans leur propre blockchain à eux. Donc, eux, ils ont maintenant leur propre blockchain où on peut créer en fait des tokens sur la blockchain BNB et des smart contracts aussi. On a le Neo qui est arrivé après l'Ethereum et qui est un concurrent de l'ETH. Même chose qui permet de créer des smart contracts. L'ADA qui est encore une autre blockchain différente avec un mode de fonctionnement encore différent et qui permet aussi de créer des smart contracts. Donc, et je vous en passe, il y en a des dizaines, des centaines de projets à ce niveau-là. Et donc, on peut très bien aujourd'hui, il y a des sites en ligne qui disent, voilà, je crée mon propre token. Vous pouvez le faire en 5-10 minutes. Et typiquement, moi, là, pour Youmento, on pourrait très bien créer un token Youmento à utiliser en interne pour s'échanger de la valeur en interne, en interne au niveau de la communauté. C'est un truc qui serait possible. Et donc, le principe des tokens, on a deux types. Alors, voilà, la question, c'est OK, ça sert à quoi les tokens? Et on a deux types de tokens, les utility tokens et les security tokens. L'intérêt en fait de l'Ethereum, c'est qu'on peut créer comme ça des tokens qui vont être encodés dans cette blockchain avec tout le principe de décentralisation, du fait que ce soit immuable, du fait que ce ne soit pas manipulable, etc. Donc, les utility tokens, c'est des tokens qui sont créés, comme par exemple, il y a un projet qui s'appelle Napoleonix, ou un autre truc dans lequel j'avais investi Scorum et qui s'est révélé un très mauvais investissement et il a perdu 99,9% de sa valeur. mais en l'occurrence, ils avaient sorti un utility token qui donnait accès à des services sur la plateforme. Pour Napoleonix, c'est le même principe. Ils ont sorti un utility token qui
qui donnent accès à des services. Et en fait, le fait de pouvoir comme ça créer un utility token et de permettre aux gens de l'acheter, ça leur donne en fait tout simplement la possibilité comme ça de se financer et de financer le fait de créer leur projet. Donc là, les utility tokens, c'est que c'est des tokens qui permettent de faire des choses avec ça. Donc, vous allez pouvoir exploiter sur des plateformes. Si je reprends encore l'exemple de Scoreroom, ça va permettre par exemple de pouvoir voter pour les choix qui vont être faits au niveau de l'évolution de la plateforme Scoreroom. Au niveau de Napoléonique, ça va vous permettre d'accéder à des services, à des signaux de trading au niveau des marchés financiers. Et on a de l'autre côté les security tokens qui, en fait, sont là plutôt pour tokeniser des actifs financiers. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, vous avez des actions. Par exemple, Apple, voilà, chaque action vaut quelques centaines, si ce n'est milliers, maintenant, de dollars. Vous pourriez tokeniser une seule action Apple de manière à pouvoir en fait la partager et dire moi j'ai pas des milliers de dollars à mettre dans une action Apple, donc on tokenise une action de manière à se permettre à plusieurs personnes d'en acheter. Vous pouvez tokeniser aussi de la même manière, c'est ce qu'on appelle les security tokens, en fin de compte d'une société, afin de permettre, on a les parts telles qu'on les connaît au niveau des marchés boursiers. Mais vous pourriez très bien tokeniser une entreprise de manière à pouvoir acheter en fait des parts de cette entreprise et pouvoir vous les échanger beaucoup plus facilement que ce qui peut être fait au niveau des actions, avec les bons côtés et les mauvais côtés, puisque du coup, il y a effectivement aussi moins de régulation. Il y a des projets aussi, il y a le projet ACE, A-C-E, qui en fait permet de tokeniser, qui tokenise des sportifs. Donc, vous pouvez investir dans des sportifs, en fait, des tennisman d'ailleurs, je vois Jenny sourire, mais on peut investir comme ça dans la carrière de sportif et en fait avoir un reward, gagner de l'argent sur les résultats financiers qu'ils vont faire. Voilà, et ça, c'est un truc qui est encore au tout début, aux prémices. C'est lié aussi à DeFi, la finance décentralisée. Mais ça ouvre beaucoup de portes de la même manière, le fait de tokeniser des tableaux. Ok, je ne peux pas m'acheter la Joconde, mais je pourrais en acheter une fraction. Voilà. Et ça, par contre, les security tokens, c'est beaucoup plus réglementé. Et il y a eu des grosses dérives, bien sûr, lors de la bulle de fin 2017, début 2018. Mais voilà, c'est un truc qui est de plus en plus réglementé et aujourd'hui, il y a des projets de plus en plus sérieux qui émergent. Enfin, on a les stablecoins. Alors, les stablecoins, je vais aussi y revenir tout à l'heure parce que ça a un vrai intérêt fiscalement parlant pour les investisseurs. Et là-dessus, en fait, le premier, ça a été le Tether. Et le principe, c'est juste de créer en fait une crypto qui est adossée à une monnaie classique, on va dire. Donc, par exemple, le Tether était adossé au dollar. Un Tether est égal à 1 dollar. On a aussi, après, il y en a d'autres projets qui sont sortis puisque le Tether a été assez controversé. Le TUSD, le DAI, on a le Paxos, on a BNB USD, le BNB Britain Pound. Voilà, il y a plein comme ça de stablecoins qui sont sortis et qui permettent en fait de stocker, d'avoir de la crypto dans un stablecoin sans subir les fluctuations des marchés tels que le Bitcoin ou l'ETH ou toutes les autres cryptos peuvent en avoir. Donc déjà, voilà, pour les cryptos, c'est quoi je vous propose de faire de prendre 5 minutes. Si vous avez des questions, je ne vais pas en prendre beaucoup, on va se limiter à 5 minutes. Mais s'il y en a qui ont des questions, pas pour le moment. Ok, on continue alors. Ok, alors comment investir? On attaque enfin le cœur du sujet. Alors, concrètement, il y a beaucoup de cryptos. Il y en a des centaines, avec là-dedans à boire et à manger et beaucoup de n'importe quoi en fait. Il faut bien être conscient que la plupart des cryptos qui existent aujourd'hui, elles vont disparaître. Donc, c'est extrêmement risqué, mais par contre, les potentiels de gains, forcément, quand il y a beaucoup de risques, sont très élevés aussi.
Alors, pour définir son portefeuille… Oh, pardon, il y a mon micro qui est tombé. Donc, pour définir son portefeuille crypto, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire comme ça. C'est concrètement quelque chose qui va vous prendre du temps, sauf à décider de répliquer celui de quelqu'un d'autre. Je ne le recommanderais pas forcément, parce que je pense qu'il faut être responsable de ce que l'on choisit de faire et des projets dans lesquels on choisit d'investir. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Il y a suffisamment de gens sur Internet qui publient, qui disent dans quoi ils choisissent d'investir. Donc, vous pouvez potentiellement dire, tiens, je vais suivre telle personne. Néanmoins, faites bien attention dans votre choix de la personne que vous allez suivre. Alors, Messari. Alors, il y a le CoinMarketCap, très connu, qui a été d'ailleurs, je crois, le premier site à référencer en fait les cryptos, où vous pouvez donc suivre la capitalisation, l'évolution des cryptos, de leur valorisation, etc. Je ne vous conseillerais pas celui-là parce qu'il est assez controversé aussi dans la manière dont il peut manipuler certains chiffres. Voilà, la gestion et ce qu'il pouvait y avoir derrière, c'était assez opaque. Alors là, ça a été racheté par Binance. Donc là, pareil, si c'est Binance qui possède, même si c'est un super projet Binance et un super exchange, ça centralise et on peut toujours se poser la question de comment les chiffres sont utilisés ou potentiellement manipulés derrière. Donc, toujours pareil, multiplier ces sources d'informations. Alors, on a Messari qui est déjà plus complet, je trouve, et qui est bien moins controversé aussi. Donc, tiens, BTC dominant de 61%, je disais 63 tout à l'heure, j'étais pas très loin. Et donc, ça permet de voir en fin de compte comment ça s'appelle, le ranking. Le terme en français m'échappe, désolé. Mais en fin de compte, le ranking des cryptos. Donc, le premier, c'est donc notre fameux BTC par market cap. Donc, le BTC, c'est 215 milliards de market cap aujourd'hui. Et là-dessus, donc vous pouvez voir les cryptos qui sont dans le top 50, notamment top 100, etc. Et vous pouvez en fait, sur chaque projet, on va prendre par exemple le Cardano, aller voir l'évolution de son cours, avoir des informations sur le projet en lui-même, la roadmap, le mode de fonctionnement de la blockchain, les investisseurs qu'il y a pu y avoir, le type de token qui est associé, la technologie, la gouvernance. Voilà, vous avez plein d'infos, donc c'est pas mal parce que ça permet quand même de centraliser les informations sur les cryptos les plus importantes. Si vous allez taper dans des petits projets, forcément, il y aura moins d'infos. Vous avez aussi l'info de où est-ce que là, le Cardano, en fait, le nom de code de sa crypto, c'est le ADA. Et vous pouvez voir où est-ce qu'il est échangé. Et là où il y a les plus gros volumes aussi. Ça, la notion de volume, c'est important. Quand vous choisissez d'aller acheter une crypto, il vaut mieux vous positionner sur des exchanges sur lesquels il y a du volume. Je vais y revenir. Alors, pour définir son portefeuille crypto, c'est comme quand vous investissez en bourse. Essayez de vous diversifier, tout simplement pour rendre votre portefeuille plus résilient. Ça vous permet aussi le fait d'avoir… Alors, il faut aussi contrôler son risque, c'est-à-dire que évitez d'aller investir que dans des cryptos où il y a un faible market cap. Parce que plus le market cap est faible, plus il y a des risques aussi de manipulation, plus il est facile de manipuler le cours. Puisque si vous avez un market cap, par exemple, à 1 million de dollars, en fin de compte, avec juste 100 000 dollars, vous pouvez facilement faire des pump and dump, c'est-à-dire faire monter le cours, manipuler les montants en fin de compte associés à celle-ci. Et ça, pour un investisseur, ça représente un risque. Ça représente aussi un risque de liquidité. C'est que si à un moment donné, vous en achetez pour 10 000 et qu'il n'y a personne qui est là pour vendre, qui est là pour acheter, pardon, du coup, vous pouvez potentiellement vous retrouver bloqué avec quelque chose que vous ne pouvez pas revendre, quoi. Même si sur le papier, il a une valorisation à un instant T.
Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Le portefeuille crypto, alors on va en parler après, le rééquilibrage. À la rigueur, vous savez quoi, je vais mettre ça ici et la partie analyse projet. Ouais, le rééquilibrage, j'en parlerai après. Alors l'analyse des projets. Donc pour pouvoir définir son portefeuille de crypto, alors ça prend du temps, hein, c'est pas magique. C'est pour ça que je vous disais qu'en 1 heure et demie, vous n'allez pas avoir, on va dire, un truc clé en main pour pouvoir investir. Il va falloir bosser de votre côté, sauf si vous décidez de répliquer mon portefeuille. Mais encore une fois, je ne vous le conseille pas. Je suis totalement, je suis absolument pas à l'abri de me tromper. Ça m'est déjà arrivé. Comme je disais tout à l'heure, moi, par exemple, Scorum, j'avais mis 1 000 € dedans, ça vaut plus rien aujourd'hui. J'y étais préparé, hein, c'est les genres de risques auxquels j'étais prêt à prendre. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est tout simplement pour dire que je peux me gourer. Donc, ne vous calez pas. Je vais vous dire, moi, vous montrer mon portefeuille et le niveau de pourcentage. Et je mettrai en pause la vidéo pour vous montrer aussi ce que j'ai investi et où j'en suis aussi en termes de profitabilité aujourd'hui. Mais bon, voilà, je ne vous conseille pas de le répliquer tel quel. Donc, les analyses de projet, alors ça prend du temps. Euh, c'est du travail, clairement. Et je vais y venir après, les formations sources d'informations pour en fin de compte, vous simplifier les choses. Et là-dessus, pour analyser un projet, en vous demandant, OK, est-ce que je vais investir là-dedans? Est-ce que je vais investir dans le Cardano, dans le Bitcoin Satoshi Vision, le Litecoin, le CRO, l'IOS, etc. Eh ben, il faut analyser ce qui est derrière. Donc déjà, le market cap, je vais en parler tout à l'heure. Le niveau de capitalisation, pour éviter de mettre de l'argent dans un truc où il y a, en fin de compte, très peu de capitalisation, ce qui représente un risque important, plus important forcément que quand vous allez sur le Bitcoin, où il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup de volume et beaucoup d'échanges. L'intérêt de la blockchain slash du token, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut acheter des cryptos, en fin de compte, des cryptos adossés vraiment à une blockchain, ou aussi des tokens qui fonctionnent sur une blockchain existante. Typiquement, je l'aurais dit tout à l'heure, je parlais par exemple du NPX, pour NPX qui est lié au Napoleon X. C'est stocké sur la blockchain Ethereum. Et la blockchain Ethereum, on peut en fait utiliser ces services en achetant de l'Ethereum. L'équipe projet qui est derrière le projet, l'idée en elle-même, la concurrence, la réglementation, les problèmes réglementaires qu'il peut y avoir associés, le marketing que peut faire l'équipe projet derrière. Est-ce que c'est aussi, c'est lié à l'équipe projet, mais quel est alors j'aurais pu le mettre d'ailleurs, le modèle économique. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ouais, c'est un peu lié à la gestion budgétaire, mais modèle économique, gestion budgétaire, comment en fait, parce que quand vous avez des projets qui ont levé de l'argent via des ICO, alors je n'ai pas expliqué ce que c'était les ICO, c'est Initial Coin Offering, c'est comme une IPO en bourse. Alors pour ceux que ça ne parle pas, c'est tout simplement quand vous faites une introduction en bourse, ça vous permet de récupérer des fonds en disant, voilà, je vends des parts de ma société et ça me permet de récupérer de l'argent pour pouvoir continuer à la faire grossir et à la faire évoluer. Les ICO, c'est le même principe. Ça a eu le vent en poupe il y a de ça aussi 2 ans et demi, 3 ans. Beaucoup moins aujourd'hui, mais c'était le fait de dire, OK, j'ai un projet, voilà ce qu'il est. Je tokenise en fin de compte l'utilisation, les accès aux services de ce projet. Je vends ces tokens, ça me permet de récupérer de l'argent pour pouvoir financer la création du projet. Donc ça, la gestion du budgétaire, il y a plein de projets comme ça qui ont fait rentrer des millions, voire pour certains des milliards. Et il faut regarder comment ils utilisent cet argent derrière. Donc l'analyse de projet, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, il faut se former, il n'y a pas de secret, quoi. Donc ces éléments-là permettent de définir son portefeuille crypto. Donc pour vous montrer à quoi ça correspond, voilà moi les cryptos que j'ai sélectionnés et les pourcentages qui sont associés. Le BNB, qui est donc le token, un utility token, et pas que maintenant, c'est aussi une monnaie en fait, le BNB lié à l'exchange Binance. Le Bitcoin 19%, l'Ethereum 13%, ADA 10%, NPX 2,5%, Holo 5%, Stratis 5%,
Icon 5, Chainlink, BAT, XRP, FTX, Maker. Donc, j'ai quand même pas mal de crypto dans mon portefeuille. Alors, bien sûr, c'est adapté au montant aussi que vous investissez. Je dirais, je serai transparent avec vous. Certains, de toute façon, ceux qui sont dans Youmento le savent déjà puisque je communique de manière transparente sur l'évolution de mon portefeuille au sein de la communauté. Les guests, en guest, il y a Nathalie, en fait, c'est tout, qui du coup, ne le sait pas encore. Je mettrai en pause la vidéo puisque c'est confidentiel. Mais voilà, moi, le découpage de mon portefeuille crypto. Alors, bien sûr, le nombre de crypto a été adapté. Si vous investissez 1000 euros, ce n'est pas besoin d'en avoir autant. Si vous investissez 10 000, je pense que vous en avez un peu plus. Voilà, je vais arrêter de donner des indications sur les chiffres, tout simplement, encore une fois, pour des questions de confidentialité personnelle. Donc, et ça, c'est lié, on va le voir, à la notion aussi de rééquilibrage. Donc, ça vous permet de diversifier votre risque et aussi de diversifier les typologies de projets dans lesquels vous allez investir. BNB, c'est lié à une plateforme d'exchange. Le BTC, on l'appelle l'or numérique, mais en fin de compte, c'est une monnaie. La vocation, c'est d'être monnaie. Le TH, c'est plus un utility token, même si aujourd'hui il est aussi utilisé comme une monnaie, mais c'est pour pouvoir faire des smart contracts. L'ADA, pareil, smart contract / monnaie. NPX, uniquement utility token. Le Holo, ça c'est un nouveau type de blockchain encore différent de ce que propose le BTC. Stratis, c'est un projet qui permet de faire du cross blockchain en fait. C'est pour pouvoir lier c'est un utility token qui permet derrière la blockchain qui permet de lier des blockchains entre elles, etc. Je ne vais pas tout détailler, mais voilà, Maker aussi et le FTX est lié à la DeFi, à la finance décentralisée, etc. Donc, ce portefeuille, une fois que vous l'avez créé, il va falloir aussi le suivre. Moi, concrètement, c'est une fois par mois. Je regarde où ça en est. Alors, bien sûr, là-dessus, c'est tout l'intérêt de s'entourer. De toute façon, je le dis, c'était l'objectif de la création de la communauté Youmento, c'est l'entourage. Et là, concrètement, moi, j'ai rejoint un groupe d'investisseurs, des gens formés. Et surtout, je me fais accompagner et coacher par Alex de Cointips. Et ça permet comme ça d'avoir des mises à jour régulières, de profiter de l'intelligence collective parce que tout seul dans son coin, c'est extrêmement compliqué de tout suivre. Ça prend énormément de temps. Donc là-dessus, c'est comme tout. C'est encore une fois là aussi la vocation du Youmento, c'est qu'on fait jouer l'intelligence collective en s'entourant avec des gens qui sont dans la bonne dynamique, qui sont dans le bon esprit, qui ont des cerveaux bien faits. Et on s'enrichit d'eux, on les enrichit aussi. Et concrètement, c'est le choix que j'ai fait au niveau de cet investissement et d'ailleurs pour tous les autres. Même chose avec les startups d'ailleurs. D'ailleurs, là à 15h, j'ai une interview de Léonis Investissement qui va sortir. Mais voilà, il faut effectuer le suivi de votre portefeuille et je vous invite fortement du coup à vous entourer de personnes qui sont dans la même démarche et qui ne font pas ça en mode comme ça, quoi. Voilà, qu'ils font sérieusement. Ils font en mode investisseur long terme. Parce que ceux qui vont faire ça sérieusement, ceux qui vont fournir des efforts là-dedans, qui vont suivre le truc, qui vont être préparés psychologiquement, c'est ceux qui ont le plus de chances. Ce n'est pas dit encore qu'ils vont réussir. C'est ceux qui ont le plus de chances de réussir. Parce que le gros des gens qui investissent dans les cryptos, en fait, c'est comme en bourse. Je crois que c'est 5% gagnants. Dans les cryptos, c'est pareil. Et la plupart des gens, ils se font avoir par le FOMO, ils ne savent pas quand acheter, ils ne savent pas quand sortir, ils font du panic sell parfois quand les cours diminuent et en fait, ils re-rentrent après quand ça a augmenté parce qu'ils n'ont pas envie de rater l'occasion. Ils se disent « Ah, j'ai vendu trop tôt ». Et c'est là où il faut faire la différence avec tous ces gens-là qui se font uniquement guidés par leurs émotions sans avoir de stratégie long terme. Donc, important de faire le suivi de son portefeuille. Donc, ce qui nécessite aussi de faire du rééquilibrage. Alors, le principe du rééquilibrage, c'est que déjà, le postulat de base, c'est d'avoir investi dans des projets qui sont sérieux. Et ça nécessite aussi de faire évoluer potentiellement votre portefeuille au fur et à mesure du temps. Si vous vous rendez compte qu'un projet qui est en train de tomber dans l'oubli et qui ne donne plus rien, qui
qui est en train de latéraliser et que tout le monde s'en désintéresse, eh ben, il faut le faire sortir de votre portefeuille. Accepter potentiellement la perte ou alors vendre ce que vous pouvez vendre. Mais il faut accepter de le faire sortir de votre portefeuille et de le remplacer par autre chose. C'est ça aussi ce qui nécessite de faire le suivi de son portefeuille. Et la notion de rééquilibrage, eh ben ça va vous permettre en fait d'avoir un effet d'escalier en fait. C'est-à-dire que si vous avez par exemple le Binance, le BNB qui a vachement bien performé, qui a fait un plus 50%, ce qui est un truc classique au niveau des cryptos. Hein. Ça, c'est un truc qu'on voit assez régulièrement, plus 25, plus 50, plus 100%. Ça n'a rien d'extraordinaire. Le BNB fait plus de 50%, mais le Bitcoin, lui, n'a pas bougé. Ça fait que le BNB représente d'un seul coup 20% dans votre portefeuille, là où le Bitcoin n'en représente plus que 15%. Parce que vous vendez, lorsque vous faites votre rééquilibrage une fois par mois, vous vendez le pourcentage correspondance au niveau de vos BNB pour racheter d'autres cryptos qui, elles, ont baissé. Si tant est, bien sûr, et c'est là qu'il faut faire attention, que ces projets restent viables et qu'ils ne sont pas en train de tomber dans l'oubli complètement avec une équipe qui s'en désintéresse, avec plus de news, avec un truc qui n'évolue plus. Donc, c'est tout l'intérêt et toute la difficulté de sélectionner des projets crypto qui perdurent dans le temps et qui ont un vrai avenir. Et soyons clairs, hein, moi je sais que dans mon portefeuille, il y a des projets là qui ne donneront jamais rien et que je devrais potentiellement sortir. Typiquement, Stratis, il est en orange, quoi. Voilà. J'attends de voir un peu ce que ça donne. Mais potentiellement, c'est un truc que je ferai sortir. NPX, je ne sais pas si je le garderai à terme. On verra bien. Donc il faut faire vivre votre portefeuille et le mettre à jour régulièrement. Pas non plus trop touché. Et c'est ça toute la complexité de l'investissement d'une manière générale, c'est d'être dans le juste milieu entre, OK, de prendre une décision logique et pragmatique qui va dans le sens de votre stratégie long terme et ne pas faire sortir un projet parce que vous êtes dans les émotions et que vous dites « Oh mon Dieu, il a vachement perdu, il faut que je le vende, il faut que j'en sorte, il faut que j'aille sur autre chose » ou d'être en mode FOMO parce que vous voyez qu'il y a un projet qui a vachement augmenté et vous dites « Ah mince, j'aurais dû investir dedans. Bon, je vais vendre ça parce que ça vaut plus grand-chose et je me mets là-dedans. » Il ne faut pas tomber dans ce genre de piège-là. Voilà, c'est important d'en parler, donc je reviendrai encore dans les erreurs à éviter. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. Il y a énormément de choses qui se jouent sur votre discipline personnelle et votre psychologie. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que si vous voulez investir dans les cryptos, je vous invite à être équilibré dans votre vie personnelle. Si vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas heureux dans votre vie, que vous vous sentez mal, que vous êtes en divorce, que vous êtes en train de perdre votre emploi, il ne faut surtout pas aller dans ce genre de marché. Parce que moi, ça m'est arrivé mais j'étais préparé psychologiquement et concrètement, ça me faisait sourire. C'est que parfois, j'ai eu mon portefeuille crypto qui était à moins 60%. Mais je savais que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Ça rentrait dans la stratégie. Et ça fait partie des trucs, des erreurs à éviter. Dans les cryptos, ça est extrêmement risqué. Donc, mettez de l'argent que vous pouvez, tout le monde vous le dit, mais il y a tellement de gens qui ne l'appliquent pas. Mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Dites-vous, il faut que vous soyez capable de vous dire, OK, l'argent que j'ai mis, si ça disparaît, ça ne me met pas en danger, je peux continuer à vivre, ça ne va pas changer ma vie, quoi. Ça, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, c'est un marché extrêmement risqué et c'est fondamental. J'insiste, fondamental pour la gestion de vos émotions personnelles. Si vous y mettez des montants trop importants et que vous prenez des moins 60% dessus, vous allez faire du panic sell. Vous allez vous laisser guider par vos émotions. Et c'est là où vous allez perdre et que vous allez nourrir tous ceux qui sont capables de gérer leurs émotions et qui, eux, vont gagner. Et l'objectif, moi, c'est de vous transmettre des choses pour que vous soyez dans ce panier-là, dans ces 5%. Et oui, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. C'est la vie pour plein d'autres choses. Les 5% de gagnants et pas les 95% de perdants, quoi. Ça fait penser à… Ça fait cliché avec la vidéo de… La question, elle est vite répandue, mais malheureusement, c'est vrai. Ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la vie.
Donc, le rééquilibrage, eh ben ça, comme vous l'avez compris, comme vous avez des fluctuations au niveau des cryptos, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ben ça vous permet de tirer parti en fait, de cette fluctuation. Quand vous avez le BNB qui va augmenter par rapport au Bitcoin, eh ben, vous vendez du BNB, vous rachetez du Bitcoin. Et quand c'est l'inverse qui se produit, ben, vous faites l'inverse, vous vendez du BTC et vous achetez du BNB. Et ça va vous permettre d'avoir un effet escalier dans le temps. Donc, acheter ses premiers Bitcoin et Ethereum. Voilà. Pourquoi je parle de celle-là? Parce que c'est les deux premières. C'est en toute logique les deux plus solides de par la capitalisation. Parce que l'Ethereum, je crois personnellement, mais je peux me tromper. Et encore une fois, il y a plein de gens qui vont vous dire le contraire. Mais comme c'est utilisé, pour moi, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais le Bitcoin est dépassé, la techno est dépassée, etc. Ok, mais l'avantage énorme qu'ont le Bitcoin et l'Ethereum, c'est la confiance. La confiance et le nombre de personnes et de gens et de nœuds qui font tourner les réseaux. Et ça, vous pouvez avoir un nouveau projet. Et il y en a eu plein des nouveaux projets qui sont arrivés avec une technologie supérieure, mais qui n'ont pas marché. Parce qu'ils n'ont pas, déjà, ils n'ont pas été les premiers à venir. Et ça donne un avantage phénoménal à ceux qui sont là. Et ce qu'ils ont comme avantage aussi en termes de barrière à l'entrée, c'est la confiance qu'ils ont pu acquérir et le nombre de personnes qui ont pu en acheter, le nombre de personnes qui ont pu investir dedans, le nombre de personnes qui les utilisent déjà et le nombre de mineurs, en fait, de gens qui font tourner le réseau derrière, quoi. Et ça, c'est des avantages qui sont, alors pas indétrônables, mais qui sont juste monstrueux par rapport à des nouveaux projets qui peuvent sortir. C'est pas pour autant qu'il ne va pas y avoir de nouveaux projets qui vont marcher, qui vont bien performer. On a encore eu le cas dernièrement du Chainlink qui a vachement performé et qui fait d'ailleurs partie de mon portefeuille. Pardon, j'allais dire une bêtise. Je laisserai dire certains s'ils le veulent, s'ils en font partie de leur portefeuille ou pas. Mais bon, voilà, c'est un truc qui a vachement performé et qui est passé dans le top 10 récemment. Donc, il y a quand même des nouveaux projets qui sortent et qui peuvent faire des performances phénoménales. Donc, alors les exchanges. Concrètement, j'avais dit que j'en parlerais tout à l'heure. Les exchanges, c'est là où vous allez pouvoir en fait acheter vos cryptos. Il y en a des tas. Et pareil, il y a du bon comme du très mauvais. Alors, les plus connus, d'ailleurs, j'aurais pu mettre plutôt dans cet ordre-là. Un BNB, enfin Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin un peu moins connu. Et je ne vais pas pour. Enfin, après, il y en a plein d'autres en fait. Mais bon, parmi les plus costauds, c'est les trois premiers. KuCoin, je le cite plus parce que pour donner un exemple de plus petit exchange. Mais très franchement, je l'utilise moi pour aller acheter du maker. Mais sinon, rien d'autre, quoi. Voilà, parce que c'est trop petit. C'est trop petit. Et puis en plus de ça, il y a des pratiques comme le wash trading qui se font, qui ne sont pas très clean et KuCoin est peut-être pas forcément très clean là-dessus aussi. Donc bon, mais bon, je vous invite à aller voir de googliser le wash trading pour comprendre ce que c'est. Donc, si vous voulez acheter vos premiers Bitcoin ETH, en fin de compte, il va falloir vous créez un compte sur une de ces plateformes. Donc, je vous conseille soit Binance, soit Coinbase. Plutôt Binance, parce que vous allez avoir un choix plus important que sur Coinbase. Alors, pour pouvoir… Alors, je vais juste déplacer la barre là parce qu'elle m'embête. Voilà. Donc, pour pouvoir en fait… déjà, il va falloir déposer de l'argent sur Binance. Donc, déjà, il va falloir créer un compte. Et ce n'est plus comme à une certaine époque où n'importe qui pouvait créer un compte. Vous avez ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer, qui en fait nécessite de vous donner, de vous identifier de manière formelle auprès de cet exchange. Donc, prévoyez un peu de temps pour vous enregistrer sur les exchanges parce qu'il va falloir que vous transmettiez tout un tas d'informations. Je vais passer en navigation privée pour vous montrer rapidement en quoi ça consiste. Oula. Binance, non, c'est pas ça. Binance, voilà. Ok, si vous faites register, alors je crois que l'enregistrement est assez rapide. Ouais, voilà. Ouais, l'enregistrement est assez rapide. Par contre, c'est
derrière que ça se corse. Je vais me connecter avec mon compte. Normalement, j'avais caché le solde que j'ai sur Binance pour pas que ça se voit. Voilà, nickel. Donc, on voit pas mon adresse email aussi. Parfait. Tac. Voilà. Je vais mettre en pause. Je mets en pause là. Voilà, je reprends le partage parce qu'au final, le fait d'avoir Binance derrière, ça n'a pas trop d'importance. Mais donc, voilà, vous allez avoir pour le Know Your Customer, vous allez avoir plein d'infos à transmettre, des informations aussi financières par rapport à vos revenus. Il va falloir transmettre pièces d'identité, comment on appelle ça, attestation de domicile, vous prendre en photo pour pouvoir prouver que c'est vraiment vous, écrire sur un papier, mettre la date. Voilà, il va y avoir tout un tas de vérifications comme ça qui vont être effectuées. Et vous allez avoir, je crois, 3 niveaux de vérification sur Binance et en fonction du niveau de vérification jusqu'où vous irez, vous aurez droit à plus ou moins de montant en termes de dépôt et de retrait aussi de la même manière. Donc ça, c'est le Know Your Customer. Ça prend un peu de temps et vous n'allez pas forcément être validé dans la journée. Donc, si vous voulez investir, n'y allez pas en vous disant « je vais créer mon compte et puis hop, dans la foulée, je vais pouvoir faire mon investissement ». Prévoyez un peu avant. Une fois que vous avez créé ça, il va falloir envoyer de l'argent sur cette exchange. Donc, concrètement, alors, vous pouvez en acheter avec de les cartes bancaires, si ce n'est que les frais sont très importants, genre 3 ou 4%. C'est démentiel. Je vous invite à éviter de faire ça. Faites plutôt un virement. Et là-dessus, vous allez être confronté à une chose, c'est que les banques ne sont pas très frileuses de voir des virements partir vers des exchanges de crypto-monnaies. Donc, pour ma part, ce que je fais, c'est que j'utilise Revolut. Je recharge mon compte Revolut avec ma carte bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, la banque, elle ne sait pas que ça va vers Revolut parce que c'est considéré de leur côté comme un retrait d'argent en espèces et non pas comme un paiement par carte. Donc ça vous permet comme ça de mettre de l'argent sur Revolut via votre carte bancaire, c'est immédiat. Et à partir de Revolut, moi, j'envoie l'argent sur les exchanges. Alors là-dessus, depuis que Revolut s'est mis aussi à permettre d'acheter eux-mêmes des cryptos depuis le compte Revolut, mais on va y venir aussi derrière. Les cryptos, vous ne les possédez pas vraiment, donc je vous déconseille complètement de faire ça. Ils sont un peu plus touchy sur le sujet. J'ai eu vent de rumeurs de comptes clôturés sans raison après des virements sur des exchanges, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je connais plein de gens autour de moi qui font des virements depuis Revolut. Ils n'ont jamais eu aucun problème. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je fais comme ça et ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez fait votre virement, en plus de ça, depuis Revolut, ça va être beaucoup plus rapide qu'avec une banque classique. Je pense que le lendemain, la plupart du temps, en jour ouvré, bien entendu, puisqu'on reste avec de l'argent classique. Le lendemain, vous aurez l'argent qui sera disponible sur Binance, si ce n'est parfois dans la même journée. Une fois que vous avez l'argent disponible sur Binance, à ce moment-là, vous pouvez aller acheter vos cryptos. Et là, donc, vous allez en fait dans Buy Crypto. Alors ça, c'est comme je vous disais, vous pouvez en fait le faire avec carte de crédit. Si vous voulez déposer de l'argent, alors, tac, je vais déplacer un peu ça. C'est assez simple. Hein, c'est où est-ce que c'est? My Crypto, banque carte deposit. Ouais, c'est pas. Voilà, Depository, c'est pas. Voilà, c'est ici, en fin de compte, pour faire votre virement. Donc, vous cliquez ici, vous aurez toutes les informations pour pouvoir envoyer l'argent. Il faut bien faire attention de bien saisir toutes les infos au niveau du libellé du virement. Il y a un code qui est associé parce que sinon, potentiellement, il va falloir que vous demandiez au support de retrouver votre argent si vous n'avez pas mis le bon code. Ça peut prendre du temps. Et c'est pour ça que c'est important d'aller vers des exchanges où c'est quand même des trucs sérieux et costauds comme Binance ou Coinbase. Parce que si vous allez vers, par exemple, des trucs comme Cryptopia qui ont fermé suite à un hack, c'était un petit exchange avec beaucoup de, comment on dit, les cryptos qui sont pourris là. De shitcoin. Des shitcoins, merci Rémi. Ouais. Il y avait pas mal de shitcoins sur Cryptopia et en l'occurrence, voilà, ce genre d'exchange où il fallait éviter d'y aller. Qtcoin, c'est
c'est pas extraordinaire non plus, à mon sens. Il y en a d'autres qui vont diront que c'est très bien. Moi, par contre, je préfère aller sur Binance, sur Coinbase. Il y a déjà largement assez de choix, à mon sens, pour investir. Donc ensuite, pour acheter, après, ça se base. Alors maintenant, Binance, avant, c'était beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de choses maintenant. Ils proposent tellement de trucs. Ils sont allés à une vitesse de dingue. Ils ont à peine, je crois, c'est 3 ans. Ils ont 3 ans, Binance. C'est juste une histoire de dingue. Donc là, si vous allez sur Exchange, voilà. Alors ça peut paraître effectivement complexe comme ça. Ça l'est un peu, on ne va pas se cacher. Mais en fait, vous allez aller trader en fait, comme vous le faites sur les marchés financiers. Donc, il va falloir dire, OK, je vais prendre du fiat. Donc là, par exemple, en euros. Et vous allez prendre votre paire. C'est pour ça que je vous disais acheter des BTC ETH parce que c'est là où vous avez. Alors, vous avez le BNB aussi sur Binance. Mais BTC ETH, c'est là où vous allez avoir les principales paires avec le BTC qui est le principal de toute manière. Quoiqu'il y a des cryptos qu'on ne peut pas acheter en BTC, on est obligé de passer par la ETH. C'est le cas pour, par exemple, le NPXS qui est lié au PundiX. Et donc, ici, voilà, vous prenez BTC euros. Et en fait, vous avez le prix en euros à l'instant T. Et après, vous avez différentes manières d'acheter, soit en mode limite, c'est-à-dire que vous dites, voilà, moi je veux acheter à tel prix et si ça atteint ce prix-là, à ce moment-là, mon ordre sera exécuté totalement ou partiellement en fonction de la liquidité du marché, d'où l'importance d'avoir des marchés qui sont liquides. Ou en mode market pour pas vous prendre la tête. Et très franchement, moi maintenant, c'est ce que je fais. Je fais des achats et reventes quand j'en ai besoin de le faire en mode market, sauf exception. Où là, en fin de compte, il va prendre les prix à l'instant T et acheter en fonction de ce que vous aurez défini en termes de montant voilà, si vous voulez acheter un Bitcoin. Là, en l'occurrence, j'ai 0 € moi, dans mon portefeuille puisque tout est en crypto. Là, je peux pas acheter, mais sur le principe, voilà, vous dites j'achète 0,01 Bitcoin, vous faites buy BTC et ça va venir se prendre sur vos euros qui sont disponibles. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, vous pouvez le faire là. Je vous ai montré sur Binance. Je ne peux pas vous en montrer d'autres parce qu'il est déjà 13h38 de toute manière. On n'aura pas le temps. Mais c'est le même principe sur Coinbase, Kraken, KuCoin. Voilà. C'est pas très compliqué. Faut que, avant ça, je vous invite, si vous allez investir sur un projet un peu plus exotique, je vous invite à aller voir sur Messari. Si on prend le Tezos, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous avais montré, vous avez les exchanges sur lesquels vous pouvez en acheter et d'aller sur ceux où il y a quand même un minimum de volume pour ne pas être embêté au niveau de votre achat et pour ne pas aussi potentiellement subir un prix qui pourrait être peut-être trop important parce qu'il y a un manque de liquidité. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, sur Binance, ouais, j'avais noté aussi Binance Jersey. Rémi, je ne sais plus, sur Binance, on peut déposer carrément des euros maintenant. Je sais qu'on peut le faire en carte. Oh, je ne t'entends pas. Il y a le… Ouais, je disais, il me semble que oui, parce que tu peux, regarde, tu as ton solde en euros ici, donc j'imagine que oui, maintenant on peut le faire. Ouais, Mais, alors je viens ah oui, d'apprendre. Je on peut le faire, on peut oui, on peut déposer. déposer des euros. Pardon, Tommy? Oui, on peut déposer des euros. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement, parce que j'avais noté Binance Jersey parce qu'en fait, jusqu'à récemment, on ne pouvait pas le faire sur Binance et donc moi, je passais par Binance Jersey. J'ai envoyé mes euros sur Binance Jersey, je les transformais en BTC ou en ETH. Je les envoyais ensuite sur Binance normal et là, je faisais mes achats de crypto parce que sur Binance Jersey, ça c'est un autre exchange maintenu par Binance, mais à destination en priorité du marché américain qui est beaucoup plus régulé. Il y a beaucoup moins de choix en termes de paires d'échange. Donc, on a vu pour passer des ordres d'achat. Les ordres de vente, ce n'est pas plus compliqué. Concrètement, c'est ici, sell. Voilà, vous dites, je veux vendre 0,1 BTC, 0,1 BTC par exemple. Et voilà, vous faites sell BTC. Tout simplement. Pas très compliqué. Alors, même chose. Là, je n'ai pas de BTC, moi, sur Binance. Et ça, c'est ce dont on va parler après. C'est le fait de stocker ces cryptos. Il ne faut pas les laisser sur les exchanges. Ça, c'est vraiment important. Attention aux frais. Donc, ça, c'est ce que je disais au niveau de vos achats. Faites attention à frais qui sont prélevés sur les virements.
aux frais qui sont prélevés aussi quand vous faites les achats, surtout si vous décidez de faire des achats avec des cartes bancaires. Au tout début, j'ai fait la connerie, hein. Moi, j'ai acheté des cryptos avec ma carte bleue sur Coinbase. Les frais étaient juste démentiels. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Stocker ces cryptos. Une fois que vous avez acheté des cryptos, le truc, c'est que je vous déconseille fortement de les laisser sur les exchanges. Pourquoi? Parce que ça, c'est des trucs qui sont passés encore et qui vont encore se produire. C'est qu'il y a des exchanges parfois qui se font hacker. C'est à la fois la force et d'une certaine manière la faiblesse des cryptos. C'est qu'il n'y a personne derrière pour réguler le truc. C'est décentralisé. Donc, s'il y a un pirate qui arrive à choper ce qu'on appelle les clés privées pour accéder aux wallets, même les wallets des exchanges, puisque les exchanges ont leur propre wallet avec leur propre clé privée. Et quand vous envoyez de l'argent sur les exchanges, vous stockez cet argent dans les wallets de cet exchange. Donc, il ne vous appartient plus. En fin de compte, comme quand vous mettez de l'argent à la banque, il vous donne l'autorisation, en fin de compte, d'exploiter ce que vous allez mettre chez eux pour pouvoir faire de l'achat-revente. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc stocker vos cryptos, il ne faut pas les laisser sur les exchanges parce que ça ne vous appartient pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous avez défini votre portefeuille, vous allez choisir prendre les wallets officiels qu'il y a derrière, tout simplement. Si je prends par exemple le projet Cardano Wallet, il va me rediriger normalement sur le site. Voilà. Mais c'est peut-être pas le meilleur des exemples Cardano. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais... Ethereum, par exemple, il est assez simple. Ouais, le Terra, ouais. Après, je voulais un wallet plutôt installable sur ordi. On a Stratis. Allez, Stratis. Wallet. Parce que, alors, même chose, au niveau des wallets, vous allez en avoir, effectivement, non, mais c'est bien que tu en parles, Rémi, parce que typiquement, pour Ethereum, il y a différents wallets il y en a qui sont installables sur ordinateur, il y en a qui sont même depuis les smartphones, il y en a qui sont en ligne, comme My Ether Wallet. Donc ça, c'est le wallet pour accéder aux ETH le plus connu. Et ça, il n'y a malheureusement pas de recette miracle, hein. C'est que en fonction des cryptos sur lesquels vous allez investir, il va falloir faire un minimum de recherche pour pas non plus tomber et prendre des wallets qui soient vérolés ou pas des trucs officiels et au final où vous retombez dans le biais de ne pas contrôler vos cryptos. Donc, il va falloir aller chercher les wallets officiels. Donc, par exemple, le Ethereum, voilà, vous avez My Wallet, mais vous en avez d'autres. Si vous prenez Stratis Wallet, voilà, Wallet, Stratis Platform, et là, vous pouvez Stratis Core aller télécharger le Core Wallet qui s'installe sur votre ordinateur. Alors, à noter que typiquement, le Stratis Core, vous avez le Breeze Wallet. Le Stratis Core, c'est que vous stockez la totalité de la blockchain. Donc, ça peut prendre de la place, hein, puisque effectivement, vous stockez la totalité des transactions qu'il y a eu sur la blockchain Stratis. Ou vous prenez le Breeze Wallet, où là, ça sera lightweight, voilà, ça sera plus léger. Et là, chaque crypto a des wallets qui sont potentiellement différents. Et là, je suis désolé, mais il faudra vous pencher sur le truc et faire vos propres recherches. Après, vous avez des trucs simples comme le Atomic Wallet qui regroupe où quand même vous possédez vos clés privées et qui regroupe un tas de la possibilité comme ça de stocker plein de cryptos. C'est une solution de facilité. Si franchement vous avez la possibilité d'avoir vraiment le wallet officiel, je vous invite plutôt à choisir ça. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de stocker, alors oui, clé publique, clé privée. Clé publique, c'est l'adresse de votre compte crypto, en fait, que ce soit sur l'ETH, vous allez ou le Bitcoin ou le Cardano, vous allez avoir une adresse. Et c'est à cette adresse-là à laquelle vous allez pouvoir vous envoyer vos cryptos depuis un exchange ou que des gens vont pouvoir vous envoyer des cryptos aussi. Et vous avez aussi la clé privée. Et ça, par contre, c'est à garder d'une manière ultra protégée. Parce que si quelqu'un tombe là-dessus, et ça, c'est de votre responsabilité,
C'est qu'il n'y a personne qui pourra vous aider si vous perdez votre clé privée pour accéder à vos cryptos ou si on vous la vole et qu'on vous vole vos cryptos. C'est fini pour vous. Et c'est l'ultra, moi ce que j'aime avec les cryptos, c'est que c'est ultra responsabilisant. Il n'y a personne qui vous prend par la main. C'est vous qui maîtrisez avec dans le bon côté comme le mauvais. Si vous vous plantez, c'est pour votre pomme. C'est tout. Et la clé privée, ultra important à protéger. Il y en a qui les stockent nulle part. Ils les mettent sur un bout de papier. Ils mettent dans des coffres. Certains, ils mettent chez les notaires. Il y en a qui les planquent je ne sais pas où. Mais voilà pour le principe. Vous avez aussi les hardware wallets. Alors, c'est les Ledger notamment. C'est le plus connu. Vous avez Tezos aussi. Non, pas Tezos. Trésor. Trésor. Merci Rémi. Heureusement que tu es là, Rémi. Donc, le Ledger, ça, c'est un hardware wallet. C'est qu'en fin de compte, c'est dans vos clés sont stockées dans cette petite clé USB en fin de compte. Qui, même chose, pour pouvoir y accéder, vous avez une suite de mots-clés, si je me souviens bien, Rémi. Je crois qu'il y en a 12 ou 24, je ne me souviens plus exactement. Et c'est cette suite de mots-clés qu'il va falloir garder très précieusement et qui va vous donner accès à vos clés privées. De la même manière, si c'est perdu, tant pis pour vous. Psychologie, ça j'en ai parlé, essentiel. Il faut être solide psychologiquement, il faut être équilibré dans sa vie. Si vous avez tendance à vous laisser guider par vos émotions, si vous n'êtes pas solide, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas quelqu'un de tourné plutôt vers le pragmatisme et la logique, et que vous vous laissez rapidement déborder par vos émotions, ce qui est juste, on a des personnalités différentes. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais. C'est qu'on a des personnalités différentes. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui sont c'est dans leur manière d'être. C'est pas pour vous. Voilà. À mon sens, c'est pas pour vous. Encore une fois, je peux me tromper, c'est mon avis. Moi, je pense que il faut vraiment maîtriser ses émotions pour s'attaquer à un truc comme ça. Et encore une fois, mettre l'argent qu'on est prêt à perdre. Essentiel, définir ses objectifs. Si vous ne savez pas, si vous ne dites pas, OK, j'investis dans les cryptos, je prévois, quand j'ai fait un x5, et oui, je parle de x5, x10 parce que ce n'est pas des trucs qui sont délirants au niveau des cryptos. Une fois que j'ai fait x5, je sors, je ne sais pas, ma mise d'origine par exemple, ou X pourcentage. Il faut vous fixer un plan des objectifs parce que ça, c'est aussi, il y a combien de gens ont vu leur portefeuille crypto exploser. Ils ont été millionnaires potentiellement lors du dernier bull run et de la dernière dite bulle au niveau des cryptos, mais ils n'ont rien fait. Et en fait, ça a juste descendu et ils n'ont rien fait. Et en fait, ce qui était sur le papier, la valorisation qu'ils avaient sur le papier à un moment donné, elle a juste disparu en fait. Et ça, c'est aussi un truc qui est ultra important de faire, c'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'il ne faut pas vendre à perte, mais il faut savoir aussi empocher les gains. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose de simple. Il faut se définir un plan, il faut se définir des objectifs et s'y tenir. Et là aussi, encore une fois, ça a trait à la psychologie, à la gestion des émotions, au fait de ne pas faire du panic sell, d'accepter que oui, parfois, il y a une volatilité qui est énorme. Parfois, j'ai mon truc qui est un négatif, parfois, il est en positif. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas montré mon portefeuille crypto. Je vais le faire maintenant, je mets en pause. Voilà, BTC, USD. On va le prendre sur voilà, Bitstamp. Alors là, c'est mignon. On se dit, ah ouais, c'est cool. Il y a plus quoi, 44%, 45%. Si je me mets en pourcentage, comment je fais déjà pour me mettre en pourcentage? Paramètres, non. Devise. Bon, je sais plus. Relatif. Voilà. Ouais, voilà. Plus 43%. Ouais, enfin, à un moment donné, quand vous voyez, quand c'était là, j'étais à Disneyland. Et effectivement, là, j'étais tombé à moins 50, moins 60%, quoi. Donc, ok, je connais des gens qui ont fait du panic sell, qui pourtant étaient formés, qui étaient préparés, mais qui ont panic sell. Si
c'est pas de l'argent où on peut se dire, OK, ben, si je le perds, tant pis, ça ne va pas changer ma vie. Alors, ça me ferait chier de perdre cette somme-là, vous vous en doutez. Mais bon, voilà. Est-ce que pour autant, ça va m'empêcher de vivre ma vie? Non. Donc, c'est de l'argent que je peux me permettre de perdre. Voilà. Mais voilà, il faut avoir le cœur bien accroché. Comme vous voyez, il y a la différence au niveau du cours, elle est quand même assez importante. Après, je ne prends pas de gain maintenant parce que moi, ce n'est pas juste un plus 43 ou un plus 50% que je vise. C'est plutôt du x5, x10. Je commencerai à prendre des gains, très franchement, en fait, plutôt quand je serai à x10 qu'à x5. Cédric, on peut te poser une question? Oui, vas-y. Ton portefeuille à quel âge et tu as commencé avec quelle somme, si tu peux t'exprimer là-dessus? Oui, pas de souci en public. Donc oui, excellente question, Reynald. Je n'ai pas parlé de DCA. Il y a tellement de choses, purée, ça passe tellement vite. Je n'ai pas parlé du DCA. En fait, le dollar cost average, c'est une méthode d'investissement où vous ne mettez pas tous vos fonds d'un seul coup. Ce que vous faites, c'est vous investissez, vous dites OK, tous les mois, je vais investir tant, et vous le faites petit à petit. Concrètement, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi tous les mois une somme donnée, tout en gardant des réserves pour que quand je voyais des opportunités de baisse violente pour rentrer, je le fasse, tout simplement. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, comme je le montrais ici. Moi, j'avais des ordres qui étaient proches là, qui étaient prêts. Alors, je n'avais pas prévu que ça baisserait autant, très franchement. Donc, j'ai des ordres qui sont plutôt passés ici, ici et ici. Mais typiquement, voilà, j'avais une réserve d'argent. J'ai atteint mon maximum de capital que j'avais prévu d'investir, même si très franchement, en ce moment, je me tâte à remettre plus. Mais j'essaye de savoir si je suis en mode, justement, j'essaie d'identifier est-ce que c'est de l'émotionnel qui parle ou est-ce que c'est de la logique. Donc, je me prends un peu de temps pour réfléchir à la chose posément. Est-ce que c'est le fait que ça augmente et les chiffres et de me dire ah ouais, mais je devrais mettre plus parce que je vais gagner plus. Donc, j'essaye de m'auto-gérer psychologiquement par rapport à ça. D'ailleurs, j'échange avec Guillaume Tonnerre, pour ceux qui le connaissent dans la communauté Youmento, puisque lui, il est coach en investissement, qui m'aide à réfléchir sur le sujet. Je l'en remercie. Ça aussi. Mais bon, voilà, en mode petit à petit. Alors, bien sûr, le truc, c'est que moi, j'ai commencé à investir lors de la bulle. Je suis tombé en plein dans le FOMO, dans lequel tout le monde est tombé, enfin beaucoup de monde est tombé. J'ai investi au plus mauvais moment. Voilà, quand c'était par ici. Voilà, c'est ça, janvier. Et j'ai perdu des sous. Pas trop, très franchement, pas trop, parce que j'avais mis, à l'époque, j'avais pas mis beaucoup d'argent. Néanmoins, il y a deux attitudes dans ces cas-là, c'est de dire, OK, bon, j'ai merdé. Et soit je décide, OK, je suis dégoûté et j'arrête. Pas pour moi. Soit c'est de dire, OK, j'ai l'occasion d'apprendre de mes erreurs et je me forme. Donc, du coup, c'est avec plusieurs qui sont d'ailleurs chez CoinTips. C'est plutôt le growth mindset, comme on dit, ou l'antifragilité. C'est OK, je vais apprendre de ça et ça va me rendre plus fort. Et les cryptos sont une école formidable en termes d'investissement parce que tout va beaucoup plus vite que sur les marchés classiques et d'une manière beaucoup plus, avec une amplitude bien plus forte. Et d'un point de vue émotion, c'est pareil. Donc, si on est capable de gérer ce type de marché, franchement, derrière, mais voilà, la gestion de voir la bourse ou les cours de l'or ou même les startups, ce genre d'investissement, on est solide par rapport à ça parce que on a été confronté en fin de compte à ce qui est le plus difficile à avoir en termes de gestion des émotions, quoi. Parce que le plus dur, c'est de voir de la fluctuation importante, de voir qu'on est sur le papier en perte importante. Si vous arrivez à gérer ça et à tenir bon, sur les cryptos, franchement, les autres marchés, je ne dirais pas que c'est du piece of cake, mais c'est une formidable école d'apprentissage pour tout le reste, quoi. Donc, alors l'idéal, bien sûr, là, a priori, après, on n'est jamais sûr de rien, mais a priori, on a quand même plusieurs signaux qui sont très bons au niveau du Bitcoin sur le fait qu'on repart sur une tendance haussière. On va voir s'il casse les 12 000. Mais
mais bon, mieux, comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Il peut y avoir un retournement. Je déconseillerais à des débutants et tout, je pense, personne, investisseur aguerri, le déconseillerait de rentrer avec tout son capital d'un seul coup. Parce qu'encore une fois, on en revient à la notion de psychologie, gestion des émotions, on ne sait pas ce que… voilà. Le DCA, c'est ce qui permet de gérer au mieux cette partie-là et donc de découper son capital et dire, bon, bah, je l'investis, je ne sais pas, moi, sur un minimum 6 mois, à mon sens. Je pense que moi, j'avais un plan sur 2 ans. Ouais, c'est ça, un plan sur 2 ans. Donc, je suis arrivé au bout du plan et voilà. Donc, pour l'instant, je m'en suis tenu à cette stratégie. Et en tout cas, ben, j'ai tenu psychologiquement. Je n'ai pas fait de panic sell. Je suis rentré à des niveaux qui étaient vachement intéressants avec les réserves que j'avais gardées. Là-dessus, la communauté et le coaching d'Alex ont été fondamentaux aussi. Parce qu'il a de l'expérience sur le sujet. Encore une fois, l'entourage. On y revient encore à ce même sujet. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah ouais, c'est parfait. Merci. Super. Donc Delta, ça permet en fait, il y en a d'autres, hein, il y a Blockfolio, etc. Moi j'aime bien Delta. Ça permet de faire le suivi. Je vous déconseille de l'installer sur votre téléphone parce qu'en période haussière comme actuellement ou même en période baissière, évitez de regarder régulièrement. Je l'ai fait, hein. Je suis tombé aussi là-dedans oh c'est trop bien et je regarde toutes les heures, si ce n'est toutes les demi-heures, si ce n'est toutes les 5 minutes. Oh trop bien, ça augmente, ah c'est un peu baissé. Enfin aucune utilité. À part de juste vous biaiser psychologiquement, vous allez perdre du temps. Si vous êtes là pour du long terme, je ne le fais pas très franchement et je ne suis pas assez discipliné là-dessus, je le sais. Néanmoins, je travaille là-dessus, mais ok, une fois par mois, au moment du rééquilibrage. C'est très difficile à faire, je ne vous le cache pas, mais c'est l'idéal. Comment éviter les taxes? Parce qu'on a parlé d'achat-revente. Et là, j'en reviens. Ça enregistre toujours, hein, c'est bon. Et là, j'en reviens avec nos chers stablecoins. Et ben ça permet d'éviter les taxes. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous voulez récupérer des gains, mais que vous ne voulez pas vous faire prendre 30% de flat tax dessus, et ben en fait, vous les convertissez en stablecoin. Comme ça, vous sécurisez vos gains. Alors bien sûr, ça reste du stablecoin. Est-ce que c'est plus ou moins sécurisé que de l'euro ou du dollar en ce moment? Je ne saurais dire. Mais en tout cas, ça vous permet de sécuriser vos gains sans avoir à vous les faire taxer parce que vous ne les retransformez pas en euros classiques, ce qui devrait les rendre imposables à ce moment-là. Vous le gardez de crypto à crypto. Et c'est la grande puissance des stablecoins. Les formations, sources d'informations, on arrive déjà, il est déjà 14 heures. Concrètement, je vais faire rapide. Quantips, voilà. Pour moi, Alex, il est extraordinaire. Bien sûr, il n'est pas infaillible, comme tout le monde. Donc, c'est toujours pas de côté gourou, surtout pas. Tombez pas là-dedans dans le côté gourou. Ah, je crois tout ce qu'il me dit, etc. Non, gardez l'ouverture d'esprit sans devenir, je dirais, crédule, en fait. Et en gardant l'esprit qu'avec toute la bonne volonté que peut avoir la personne, il peut se tromper. Et c'est le cas pour moi aussi. D'accord? Jordan Ducoin. Et il y a Cryptos qui est vraiment sympa parce que il y a plein d'analyses fondamentales de crypto. Donc, ça ne vous empêche pas de faire vos propres recherches. Mais ça peut vous faire quand même gagner un temps certain au niveau des analyses de crypto, nano, Komodo, etc. Il y en a plein. Les erreurs à éviter, je vais faire très rapide, mais c'est quand même important. Investir dans des likes en espérant qu'ils aient la même performance. Alors ça, c'est un biais humain. C'est de se dire, ah ben comme ça s'est passé, de la même manière, pour un projet qui suivait le même process, ça se passera de la même manière pour celui-là. C'est une erreur. Il y en a plein qui se sont dit, je vais investir dans des forks, enfin des duplications du procédé Bitcoin. Parce que le Bitcoin, il a atteint les niveaux financiers qu'on lui connaît aujourd'hui, forcément, ce projet va faire la même chose. Non, parce que comme je disais, les circonstances ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un biais humain de se dire, OK, ça ressemble, donc il va y avoir la même progression. C'est faux. Donc, faites attention à ce biais psychologique. Ce n'est pas parce que vous avez un nouveau projet, Ethereum-like, où ils disent qu'ils le font mieux, que ça va avoir les mêmes performances que l'Ethereum. Ne pas sécuriser ses cryptos, ça essentiel. Ne pas laisser sur les exchanges et faire très attention aux endroits où vous stockez vos clés privées.
Gardez, donc ça c'est lié, gardez les exchanges, sur les exchanges, c'est crypto, erreur. Si l'exchange se fait pirater, s'ils ferment, s'ils décident de faire ce qu'ils veulent en fin de compte de l'argent que vous avez stocké dessus, il y a eu des cas, hein. C'est au revoir, c'est perdu, vous ne le retrouverez jamais. Ça m'est arrivé. Sur le Cryptopier, alors j'avais pas grand-chose, hein. J'avais un ordre en cours d'achat pour du extra byte à l'époque. J'ai perdu genre 100 €, donc c'est vraiment que dalle. Néanmoins, bah, ça m'est arrivé, effectivement. L'échange était, l'ordre d'achat était en cours. Cryptopia hack, fermeture des accès et je n'ai jamais revu mon argent. Erreur à ne pas faire, ne pas laisser la possibilité à vos héritiers d'y accéder. Prévoyez au cas où vous arrive quelque chose. Ce serait quand même dommage que tout cet argent s'envole. Et il y a eu des cas de gens qui étaient millionnaires en crypto, morts et clé privée perdue. Donc, fini. Voilà, ne pas contrôler ses cryptos, ne pas sécuriser, c'est lié, hein. Contrôlez vos cryptos. Évitez de mettre vos cryptos à disposition, de ne pas les contrôler. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi faire du trading, etc. Mais ça, je vais y venir. C'est que ne pas confondre trading et investissement. Moi, je parle en tant qu'investisseur. Le trading, c'est encore autre chose. Un investissement, c'est OK, c'est une stratégie. C'est pas OK, je vois que ça va monter, allez, je rentre dedans, allez, je ressors 2 jours après. Ça, c'est du trading. Ou même 3 mois après. Là, on est plus en approche investisseur, en mode plusieurs années. Le FOMO, Fear of Missing Out, c'est le fait d'avoir peur de louper l'opportunité. Et typiquement, je suis tombé en plein dedans lors de la bulle, ici. Donc, je me suis dit, je m'y intéressais depuis un moment. Et puis j'ai pas saisi l'occasion parce que à ce moment-là, je construisais au niveau de la maison, etc., le deuxième bâtiment. Et voilà. Et arrivé là, je me suis dit, ah non, il faut pas que je loupe l'opportunité. Allez, je ne connais absolument rien aux bulles, je connais absolument rien au trading et à l'analyse technique. Je rentre et je me fais dégommer. Et concrètement, là, nous, et ça va paraître dur, hein, mais nous, on va gagner, c'est aussi sur tous les gens qui vont se faire avoir dans ces phases-là. Il ne faut pas se leurrer. L'argent que l'on gagne là, c'est de la spéculation au final, hein. Donc, en fait, on achète en espérant qu'il y ait un imbécile quelqu'un qui soit plus bête que nous pour acheter plus haut plus tard. C'est très basique, mais en gros, la bourse, les cryptos, tout ce qui est spéculation comme ça, l'immobilier aussi, hein, faut pas se leurrer, quand vous achetez une maison et que vous allez la vendre plus tard, c'est en espérant que vous achetez à un meilleur prix qu'il y a quelqu'un qui sera plus bête que vous. Alors bête, c'est un peu fort, hein, comme mot, mais c'est pour que ça vous marque aussi. Dire quelqu'un plus bête que moi l'achètera plus cher plus tard. Comprendre que des tas de projets ne donnent rien, ça il faut être préparé. Voir que des investissements tomberont à zéro, ça il faut être prêt. Ne pas paniquer si son portefeuille est en négatif, même chose, stratégie long terme, être préparé à ça. Investir uniquement ce que l'on est prêt à perdre. Ne pas confondre trading et investissement, j'ai déjà dit. Ne pas regarder son portefeuille sans arrêt. Le tribalisme, surtout ne tombez pas dans le mode « Oh, ce projet, il est génial, il est trop bien. Voilà, de défendre un truc à mort, de défendre à mort le projet, de participer aux discussions. Attention à ça parce que ça vous fait perdre de l'objectivité. Mais il faut garder votre objectivité d'investisseur. Et on en connaît un, hein, Rémi, qui est comme ça. On parle du X. Ouais. Et puis, écoutez toutes les news. Vous n'avez pas besoin d'être à l'écoute de toutes les news qui passent. Et ça, c'est pour ça qu'il vous faut vous former. Et là-dessus, d'ailleurs, au niveau de la communauté Youmento, moi j'ai un accord avec Alex de Cointips. La formation reste ouverte pour les membres de la communauté. S'il y a des membres de la communauté qui veulent aller prendre la formation crypto, parce il a fermé les portes et ce n'est plus accessible. Donc, mais s'il y a des gens de chez Youmento qui veulent aller la prendre, c'est encore possible. Voilà. Et en plus de ça, avec un pourcentage de réduction, je crois qu'il nous fait 25%. Voilà. Ok, 14h07, j'ai un peu dérapé, je suis désolé. Est-ce qu'on prend 5 minutes ou plus, hein, d'ailleurs au final, c'est pour ceux qui veulent rester pour les questions. Et pensez à me dire de couper pour que je le fasse au montage plus tard. Si vous avez des questions qui sont touchy. Ouais, moi j'ai une question, Cédric. Déjà, merci beaucoup
C'est Reynald. J'ai appris plusieurs choses. Il y avait un truc que je n'avais pas compris et je vais être sûr d'avoir bien compris. Euh, donc, en fait, il faut autant de wallets que de crypto que tu as, dans lesquels tu investis. Et ces wallets-là, il faut que Alors, tu les télécharges sur ta machine, sur ton ordinateur, c'est ça? Et alors, est-ce tu que- et- as les hardware wallets qui peuvent stocker plusieurs types de crypto et de blockchain. D'accord, Ok. Et ensuite, si tu es en mode où tu installes le wallet sur ton ordi, alors tu peux l'installer sur ton ordi, tu peux l'installer sur un ordi dédié à ça. Voilà, c'est à toi de gérer. Tu peux mettre des wallets sur plusieurs ordinateurs. C'est à toi de voir comment tu gères ton risque. Mais sur le principe, oui, tu installes l'ordinateur. Enfin, ce n'est pas le cas pour tous les wallets. Tu as des wallets comme par exemple celui de Icon. C'est un applet, pas un widget, mais un applet de Chrome ou de Brave. Donc, tu as vraiment plein de sortes de wallets pour Ethereum, c'est en ligne. Et tu en as aussi à installer sur ton ordi. T'as vraiment, ça va vraiment dépendre de chaque crypto. Et même pour chaque crypto, tu as différentes manières d'avoir des wallets. toi, ce que tu nous as montré là, je crois que le nom c'était Delta. Delta, Euh, c'est juste pour tracer mes transactions. À chaque fois que je fais une transaction, je le note dans le bêta pour savoir où j'en suis, moi, sur l'ensemble de mes cryptos et sur mes gains et ou pertes. d'accord. Donc c'est encore autre chose. C'est un logiciel de comptabilité, entre guillemets, C'est ça. Ouais, d'accord. Exactement. Ok, ok. Merci. D'autres questions? Ouais, moi j'ai une petite question. Tu parlais du market cap, c'est ça? Il faut que ce soit suffisamment haut pour que tu te lances sur une crypto. Ouais. C'est quoi, toi, personnellement, le minimum à partir duquel tu te dis, là, je suis safe? Il n'y a pas de là, je suis safe, c'est à moins de risque. Ouais, oui, bien sûr, mais bon, à partir de quand, toi, si un fonds Euh, 100 millions. Ok, ok, ok. Après, ouais, ça dépend vraiment. C'est, en fait, moins tu as de market cap, plus tu as de risques, mais plus tu peux gagner par contre aussi. Tout dépend. Il suffit que le projet peut très vite tomber ou très vite décoller, quoi. C'est c'est à deux tranchants, quoi. Oh là, il y a eu plein de messages dans. Ok, il y a eu plein de messages dans le. Ouais, Marguerite a posé pas mal de questions Ok, déjà qu'on a j'avais pas plus ou vu moins tous les répondu. messages en fait. Ok, ok. Donc, Il me semble que tu m'avais parlé de systèmes qui étaient attends, plutôt. j'allais juste répondre à la question de Marguerite. Excuse-moi, Jess. Alors, combien coûte la formation crypto d'Alex? Je crois que c'est dans. Alors, pour les membres de Youmentos, je ne peux pas dire de conneries, mais dans les 800 ou 1000 euros. Elle est quand même pas donnée, hein. Néanmoins, la qualité est monstrueuse, quoi. Et puis, en plus de ça, derrière, tu as des webconférences tous les 15 jours. Même chose, la qualité est juste géniale. Tu as accès au replay. Tu as le groupe Facebook, là aussi, où tu as tous les échanges des gens qui partagent leurs analyses de crypto. Donc, moi, je trouve que ça les valait 10 fois, quoi. Voilà. Après, ça dépend du montant que tu vas investir. Si c'est quelques centaines d'euros, effectivement, ça fait très cher payer, quoi. Marguerite, toujours là? Bon. Ah, ok, merci. Ok, d'accord, tu as le micro. Très bien. Jess, pardon. Oui, à un moment donné, tu m'avais parlé d'un système qui était automatisé, qui avait l'air de Ah, faire. Nalbot. Alors ça, oui, j'ai mis de l'argent dessus. Je ne précise pas le montant parce que, enfin, vous le savez, de toute façon, les membres de la communauté, ils le savent. Mais comme j'enregistre pour potentiellement le publier sur la chaîne, je fais attention à ce que je dis. Oui, j'ai mis de l'argent dessus pour voir ce que ça donne. Néanmoins, Alex de Quantips, lui, il a fait Muse avec depuis un bon moment et les performances sont bonnes. On a l'historique des performances sur une année passée. Pour l'instant, ouais, j'ai juste commencé depuis 15 jours et je suis à plus 20%. Voilà, donc oui, c'est bien. Et puis surtout, a priori, comme on part en période haussière, potentiellement, c'est une boîte de trading automatique sur les cryptos. Mais
avec de l'intelligence humaine derrière où ils ajustent en permanence l'algorithme. C'est une équipe sérieuse. Donc, je n'étais pas très fan à la base des bots. En tout cas, des bots où ça le fait sans intelligence humaine. Et là, en l'occurrence, bon, bah, ça a l'air de performer. Ça fait le job. C'est une équipe sérieuse derrière. J'ai des gens autour de moi qui l'ont testé et qui ont des bons résultats, très bons résultats. Donc voilà, NapBots. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cédric, tu as tenté un retrait dessus ou pas encore? De quoi? Est-ce que tu as tenté un retrait sur Napbot ou pas encore? En fait, je n'ai pas de retrait à faire dans le sens où j'ai plafonné à un certain chiffre ce que je trade et j'ai des profits qui s'accumulent sans être réintégrés dans ce que je trade. Mais en fait, ils accèdent à mon compte Binance. Ok, d'accord. Donc, c'est pas eux qui stockent ton argent. Non, ça c'est un truc qui me plaît. En fait, c'est ça que je ne savais pas et du coup, ma question était mal posée. Forcément. Des gérants de portefeuille à conseiller. Est-ce que tu peux préciser ta question, Marguerite? Des gens à qui tu donnerais ton argent et qui géreraient ton portefeuille crypto pour toi? Ah oui. Alors, Alex prépare un truc comme ça. Mais ce n'est pas encore prêt. Et en tout cas, moi, j'en connais pas à qui je ferais confiance. Oui, Reynald? Ouais, tu disais que tu avais établi une stratégie d'investissement et que tu étais au terme de cette stratégie. Là, par rapport aux chiffres que tu nous as montrés, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu récupères toutes tes billes et tu fais autre chose ou finalement tu continues la même démarche et tu rentres dans un nouveau Moi, cycle? l'argent que j'avais prévu d'injecter, je suis arrivé au bout. Et là, ce que j'attends, moi, c'est que ça performe tel que je l'espère. Et quand ça aura performé sur les niveaux que j'aurais visés, je commencerai à récupérer de l'argent. D'accord. Quand je fais le rééquilibrage, par contre, tous les mois, ça c'est important. Et c'est ce qui me permet d'avoir l'effet de levier. Enfin, l'effet de levier, non. L'effet escalier, en fin de compte, que j'évoquais tout à l'heure. J'étais très content de l'avoir fait. Et même chose, ça, je l'ai fait de mieux en mieux au fur et à mesure du temps et de manière plus éclairée. Je ne vais pas racheter de la crypto où il y a eu une baisse ultra violente et où je ne sais pas si… Non, où ça a stabilisé. Où je vais après, ça nécessite un minimum de connaissances en analyse technique, mais ça vient avec le temps. Mais voilà, en fonction du comportement chartiste de la crypto, je vais décider de différer mon rééquilibrage sur à la prochaine fois ou à la fois d'après en fonction de comment elle aura évolué. Et j'ai une autre question, mais peut-être que d'autres ont envie d'en poser. Dans ce cas-là, je laisse la parole et je reposerai ma question plus tard. Sinon, Vas-y, Reynald. ok. En termes de stratégie d'investissement, là, on a parlé uniquement de crypto. Là, je suis en train de suivre une formation de CoinTips qui lui, propose une stratégie d'investissement diversifiée sur des actions, des obligations, éventuellement des matières premières et un petit peu de crypto. Toi, tu conseillerais quoi pour quelqu'un comme moi qui débute? Est-ce que je me constitue un portefeuille diversifié sans forcément rentrer dans les détails de ce que tu as pu regarder? Où il y a une stratégie qui est plutôt autour de la bourse, une autre autour des matières premières et une autre autour de la crypto, comme tu as pu le mentionner aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis clair. Moi, si, enfin, je pense. En fait, ta question, c'est OK, comment on gère parce qu'en fait, ça fait des portefeuilles à différents niveaux. On a d'un côté un portefeuille global du très bon père de famille de la formation d'Alex. On a le portefeuille crypto d'un autre côté. Alors moi, le portefeuille, en fait, ce que j'ai fait, moi, d'un point de vue patrimonial personnel,
c'est que j'ai défini des pourcentages sur l'or, l'immobilier, les cryptos, la bourse, les pourcentages en fait, du rééquilibrage macro en fait, au niveau de l'ensemble du patrimoine. À l'intérieur du coup de la partie action, en fait, ce que je vais faire, alors j'attends, j'espère, je pense qu'il y aura à un moment donné une correction au niveau de la bourse. Et je veux profiter de celle-ci en fin de compte, attendre un vrai signal pour commencer à rentrer d'une manière un peu agressive. Donc le portefeuille très bon père de famille, ça va être en fin de compte un aspect de moi, mes investissements patrimoniaux. Patrimoniaux, ça se dit? Oui. Ok, merci. Et la crypto, mon portefeuille crypto, c'est encore autre chose, quoi. Donc, en l'occurrence, par rapport à très bon père de famille, moi ce que je te conseillerais de faire, c'est déjà d'aller au bout de ça, de définir ton portefeuille et ensuite d'attaquer, parce que dans le très bon père de famille, il parle juste du Bitcoin au niveau crypto. Et ensuite, pour moi, laisser de ce côté-là le portefeuille avec les Bitcoins qu'il y a dedans. Tu as un portefeuille. Et si tu veux t'attaquer au crypto, du coup, de constituer un portefeuille crypto dans un deuxième temps avec une autre partie de ton capital. Vraiment orienté full crypto. Après, à toi de voir d'un point de vue macro de ton patrimoine, quel arbitrage tu veux faire sur l'investissement crypto en général. Voilà, c'est à toi de voir là-dessus. Mais en tout cas, ça, c'est un truc que je conseille à faire. Et moi j'y travaille encore en permanence. De toute façon, on n'arrête jamais d'apprendre dans l'investissement. C'est ça qui est génial. Et c'est en plus de ça, c'est ce que j'adore, c'est une compétence qui est valable à vie, quoi qu'on fasse. En fait, la gestion de l'argent, qu'on soit retraité, qu'on soit étudiant, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, qu'on soit au chômage, dans tous les cas, ça nous sera utile. Et donc, c'est de définir quel pourcentage de votre portefeuille patrimonial global vous voulez définir, quoi. Donc, effectivement, il y a la bourse, il y a l'or, il y a le crowdlending, il y a l'immobilier, il y a l'argent, il y a les cryptos, il y a les startups et j'en oublie. Là, ça ne me vient pas. Mais bon, voilà, j'ai mon Google Sheet là-dessus où j'ai défini les pourcentages à l'idéal, en cours d'évolution sur cet aspect-là. Mais que je souhaite mettre en place pour mon patrimoine d'ensemble, quoi. Oui, Tommy. Ouais, alors je suis dans la même situation que Reynald et du coup je te rejoins totalement Cédric par rapport à ce que tu dis. Parce que Reynald, j'ai aussi suivi la formation très bon père de famille et donc du coup je suis en train de préparer la constitution d'un portefeuille et comme Cédric, je vais attendre que le marché soit un petit peu en baisse pour envoyer une cartouche dedans. Et en effet, je prévois un petit peu de la même façon de séparer, de me dire d'un côté, je vais allouer telle somme ou telle quantité d'argent régulièrement au portefeuille très bon père de famille qui du coup est très varié. Et d'un autre côté, allouer telle somme à un portefeuille crypto qui promet plus de rentabilité mais qui promet aussi plus de risques. Du coup, voilà. Et pour… Marguerite. Pas mal, Marguerite. Et pour Marguerite, par rapport à ta question tout à l'heure, alors, je n'ai pas de gérant de portefeuille directement en tête, mais en fait, je suis en train de tester un truc là en ce moment sur lequel je suis tombé. C'est Trading du Coin qui fait ça en association avec le Journal du Coin. En fait, ils ont un club privé avec un portefeuille qu'ils ont eux, qui est constitué par leur équipe de traders. Et en fait, ce portefeuille, c'est un portefeuille qu'ils mettent à jour. Et du coup, via une application mobile, ils vont t'envoyer des signaux pour faire les mises à jour de ton portefeuille. Par exemple, telle crypto-monnaie, elle commence à être inintéressante. Hop, on va la sortir du portefeuille. Telle crypto-monnaie, elle commence à être intéressante, elle passe des signaux intéressants. Hop, on la rend dans le portefeuille, etc. Donc, ça automatise pas tout parce que du coup, tu peux pas enfin, ils font pas tout à ta place. Il faut quand même que tu te crées un compte sur Binance, sur un autre exchange, etc. Mais par contre, tu n'as pas à avoir toute la connaissance, en tout cas à avoir 100% du suivi des actualités, du suivi des graphiques, etc.
Voilà, donc là, moi, j'ai commencé, je me suis abonné là, au club privé il y a 2 jours, donc c'est extrêmement récent. Donc, je ne peux pas faire encore de retour, mais par contre, avec plaisir pour vous transmettre des retours d'ici 1 à 2 mois, quand j'aurai commencé à le mettre en œuvre et que j'aurai commencé à avoir des retours sur la rentabilité du portefeuille. Bah, génial, merci, carrément. Carrément. D'ailleurs, oui, tu es déjà rentré dans le truc? Alors, je suis déjà rentré dans le truc, j'ai déjà regardé beaucoup de vidéos, je me suis créé le compte Binance et là, je suis en train de transférer des euros sur Binance. C'est pour ça que je sais qu'on peut le faire. Et après, je transforme ça en crypto. En fait, oui, je peux redonner le nom, c'est Trading du Coin et il faut chercher donc leur club privé. Il y a plusieurs formules et la première formule, c'est à peu près 300 à 400 euros pour 6 mois d'abonnement à l'application mobile. Donc après qu'il faut renouveler tous les 6 mois, mais bon, avec un minimum de montant, la rentabilité peut être largement supérieure à l'investissement fait. Et donc oui, Cédric, du coup, oui, donc j'ai pas encore commencé à rentrer les cryptos, mais en fait, ils ont prévu un système par rapport à leur portefeuille pour qu'on puisse rentrer en cours de route. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'attendre des nouveaux signaux d'achat. Parce qu'en fait, tous les matins, ils renvoient des actualités sur le portefeuille en disant donc, tout ce qui est ouvert et en indiquant si on peut quand même encore rentrer ou si c'est trop tard pour entrer en position. Donc typiquement, si c'est trop tard pour entrer en position, ben, on reste soit en fiduciaire, soit en stablecoin. Et si on peut encore rentrer, ben, on rentre. On ne prendra pas la totalité du trade, du coup, vu qu'on est arrivé en retard. Mais ça permet, même si on arrive en cours d'année, ou enfin, de toute façon, on est toujours en cours de quelque chose, ça permet quand même de rentrer en position dans le portefeuille. Et après, au fur et à mesure, de suivre le portefeuille, de suivre les rééquilibrages, etc. Ok, super intéressant, ouais. Merci pour le partage, Tony. Ouais. Bah, encore une fois, hein, l'importance d'échanger avec des gens qui s'intéressent aux mêmes choses. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ou on est bon? De toute façon, je vous ai balancé beaucoup d'infos, hein. Je pense qu'il faut le digérer. Ok. Eh ben, on va clôturer ce workshop. Je vous remercie tous. Et Merci à toi, Cédric. voilà. Et puis, Merci, Cédric. à très bientôt. Merci, Cédric. Ah, c'était top. Merci. Bye bye. Salut. Allez, ciao, ciao. Salut. Bravo, à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.